Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, l'invité que nous recevons est un joueur canadien d'origine ivoirienne qui est passé notamment par le CF Montréal ou encore le Barça. Il est connu pour éliminer ses adversaires comme on boit de l'eau. Il s'agit de Balou Jean-Yves Tabla. Salut Balou, comment tu vas ? Salut, ça va. Et toi ? Ah, super. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Et donc, la première question que je vais te poser, c'est tout simplement, peux-tu te présenter brièvement ? Moi, c'est Balou Jean-Yves Tabla. J'ai 25 ans. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à l'âge de 8 ans à Montréal. Et j'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 4 ans avec mon père. Puis, à fur et à mesure, en grandissant, j'ai eu beaucoup d'amour pour le ballon et c'est de là où ça m'a amené aujourd'hui. Super. Alors, comme tu l'as bien dit, tu es né en Côte d'Ivoire, de parents ivoiriens. Que retiens-tu des premières années que tu as passées au pays, dans ton pays natal du moins ? J'ai beaucoup de souvenirs parce que chaque année, je faisais un retour en Côte d'Ivoire. J'allais prendre des vacances à Abidjan. Donc, j'ai toujours gardé contact avec mes amis d'enfance. Donc, je suis toujours assez proche avec le pays. Donc, si je pourrais te dire mes souvenirs, c'est au quartier avec mes amis, foot à 5, à 10, nu-pieds, pieds nus, pardon. Il n'y a pas d'heure à laquelle tu dois rentrer à la maison parce que les parents ils savent que tu es en train de jouer au foot. Donc, c'est ces moments-là qui vont rester marqués dans ma tête. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, tu jouais déjà au foot organisé ou c'était vraiment juste au quartier avec les amis, comme tu l'as dit ? Ouais, c'était vraiment au quartier. C'était vraiment mon meilleur ami, c'était mon voisin. Et voilà, on savait à quelle heure on devait se rendre sur le terrain. Et après ça, il y a un autre qui appelle un autre ami. Donc ça fait en sorte que ça devenait une habitude. Puis c'était naturel. C'était tout simplement naturel. Justement, donc après, à 8 ans, tu déménages avec tes parents à Montréal. Comment s'est fait ton intégration ? Parce que j'imagine que déjà au niveau climatique, ça a dû être un changement drastique. Ouais. Mais comment s'est passée ton adaptation ? Je te dirais, c'était pas mal. C'est sûr que c'était nouveau. Voilà, pas juste pour moi, pour mes frères et sœurs aussi. Et parce que mon père, il était déjà ici. Moi, quand je suis arrivé à l'âge de 8 ans, je suis arrivé avec ma mère. Et voilà, je suis arrivé, c'était en plein hiver, il faisait froid, tu connais personne, et peut-être 24 heures avant, tu étais au soleil, il faisait chaud. Donc là, tu vois, tu dois revoir toute la famille, tes amis, tu sais pas quand tu vas revenir, tu sais pas si tu vas continuer à jouer au foot là-bas, t'as aucune idée. Donc après, voilà, ça m'a pris peut-être, je te dirais, un bon... un an pour m'adapter. Puis après, voilà, tout est devenu naturel. C'est comme si c'était chez moi. Voilà, donc je devais m'adapter. J'ai rencontré des amis, j'ai rencontré des éducateurs, des trucs comme ça. Donc voilà. Et justement, en grandissant, qui était ton modèle ? Parce que c'est sûr qu'on a tous des modèles. Moi, je l'ai toujours dit, moi, c'était Thierry Henry. Ah ouais ? Mais toi, c'était qui ? Moi, c'est Didier, moi. Ok. Depuis la Côte d'Ivoire, ça a toujours été Didier. Parce que tout le monde sait que c'est une icône, Didier. Et pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, c'est énorme. Donc, depuis jeune âge, avec mes amis, on portait des maillots de Didier. Quand il était à Chelsea, on le suivait. La CAN aussi. Donc, je pense que, voilà, je te dirais Didier, ouais. C'est fou de se dire que cette icône n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Hein. Ouais, c'est fou. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Mais après aussi, c'est différentes générations aussi, tu vois. C'est sûr que sa génération, il y avait pas mal de joueurs légendaires. Donc après, le foot aussi, je pense à cette époque aussi, elle était différente aussi.
comparé à aujourd'hui. Puis voilà, mais malheureusement, mais je pense qu'il est fier de son parcours Ah, c'est sûr. international. C'est sûr. Il est ivoirien aussi. Mhm. Et justement, donc en 2011, tu débutes avec Pointe-aux-Trembles, Ouais. où tu passes à peu près 3 ans. Et si je me trompe pas, c'est à ce moment-là aussi que tu fais tes premiers pas dans le foot organisé. Alors, moi, ce que je voudrais savoir hein, par rapport à ça, c'est comment tu as su t'adapter. Je te dirais que moi, c'était un peu simple parce que depuis la Côte d'Ivoire, j'avais déjà un truc dans ma tête, c'était de devenir professionnel. J'avais ce rêve-là, je voulais passer ce palier-là tu vois, d'être un joueur pro, puis avoir des coéquipiers, qu'on a le même maillot, on est dans le même vestiaire, on a des supporters, on joue dans des stades où il y a des fans qui viennent regarder. Ça, je te parle quand j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, en arrivant à l'âge de 8 ans, j'avais un peu cette mentalité-là. Donc, j'étais prêt à tout faire pour pouvoir atteindre ce rêve-là. Donc, voilà, j'ai intégré le club de Jet de Pointe-aux-Trembles. Puis après, je suis arrivé et je faisais mes trucs que je faisais peut-être il y a 2 ans en arrière en Côte d'Ivoire. Puis après ça a été facile pour moi. Mhm. Mais justement, parce que bon, c'est sûr qu'on va y revenir après un peu plus dans les détails et tout ça. Mais la plupart des gens te connaissent, tu vois, pour être un joueur technique qui a vraiment beaucoup de facilité, tu vois, dans les situations de 1 contre 1 en particulier. Mais d'où t'es venue cette facilité, tu vois? Parce que c'est vrai que souvent, tu vois, les joueurs de ton profil, on va dire, sont des joueurs qui ont quasiment tout appris, en fait, dans la rue. Ouais. Maintenant, à quel point le foot de rue a été un impact dans ton développement? Ça a eu un grand impact parce que, voilà, tout ce que j'ai fait et tout ce que je continue de faire, c'est des trucs que je faisais quand j'étais plus jeune. Avec mes amis au quartier et des trucs simplement dans le parc, quand je dis parc en Côte d'Ivoire, dans la ruelle ou des trucs comme ça, on fait des gestes qu'on sait que peut-être c'est pas des trucs qu'on risque de faire un jour dans un match, mais on le tente quand même, tu vois. Et à fur et à mesure de le tenter, quand tu es dans une situation au jour d'aujourd'hui, je suis en 1 contre 1, je peux me le permettre parce que je l'ai déjà fait auparavant. Donc c'est resté dans mon système. Mais oui, ça a impacté beaucoup mon côté technique. Ouais. De dribble, si je dirais, ouais. Ouais, tout à fait. Et justement, que représente pour toi ces premières années? Et puis, parce que j'imagine que c'est à ce moment-là aussi que tu commences petit à petit à découvrir en fait ce qu'on appelait à l'époque le CDR et puis les sélections régionales, tu vois, avec l'ARS Concordia. Et puis je sais que c'est Patrick Viola, tu vois, qui était souvent, qui t'avait encadré à ce moment-là. Ouais. Donc je me rappelle, Patrick Viola. Ouais. Et bon, je sais que la première année justement où tu avais participé à la sélection régionale, tu avais été surclassé. Mais justement, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? De ce que je me souviens, c'est que voilà, c'était un autre palier du processus. J'ai commencé à Jet. Après, voilà, j'ai appris c'était quoi la sélection régionale. Voilà, les matchs qu'on devait jouer contre d'autres sélections aussi. Donc voilà, je pense que c'était tous les meilleurs joueurs de chaque région. Donc voilà, j'étais motivé, j'étais déterminé quand on affrontait d'autres sélections et je voulais me prouver. Et j'ai eu la chance aussi d'être coaché par Patrick Viola. Il m'a beaucoup aidé, il m'a poussé. Il m'a mis aussi énormément en confiance aussi. Parce que à l'époque, j'avais un style très individuel. J'avais un style, je pouvais prendre le ballon et tu vois, je pouvais aller tout seul, mais il y a le collectif. Donc je pense que c'est à partir de ce moment avec lui aussi, il m'a vraiment montré ce côté collectif.
Je sais que t'as pas mal d'anecdotes en fait à raconter avec lui. Ah mais c'est sûr, c'est sûr que je pouvais pas te rater à ce niveau-là, tu vois. Bon, Patrick, je te le dis déjà, tu vois, parce qu'on se connaît personnellement et tout ça. Tu m'excuseras hein, si jamais il a été un peu impoli avec toi et tout ça, tu vois. Non, jamais. Toujours respectueux, toujours. Je t'écoute. Les anecdotes, pas nécessairement avec Patrick, mais je te dirais des joueurs qui se retrouvent dans des situations et Patrick, voilà, il doit intervenir ou bien il doit faire il doit montrer que voilà, c'est Faire pas la comme police. ça. La police, faut pas, c'est des trucs que tu peux pas faire quand tu es dans une institution avec des joueurs ou bien en compétition. Si je me rappelle bien, je vais pas dire son nom, mais je pense qu'il va se reconnaître. Je pense qu'on était en déplacement avec la sélection régionale. Et Il faut aller jusqu'au bout. T'as commencé, il faut aller jusqu'au bout. on était en déplacement avec la sélection régionale. Puis je pense qu'on avait un meeting ce jour-là. Et Patrick, il n'était pas encore là. Donc là, tous les joueurs, on était assis et tout, on attendait. Et ce jour-là en particulier, il s'est mis dans un coin. Mais en fait, regarde, c'est comme si on était tous assis là et il y avait un écran devant nous. Ok. Et il y avait juste un coin sur le côté. Et c'est là que le joueur, il s'est mis. En fait, il s'est mis là pour juste faire des grimaces, quoi, tu vois. Ok. Il faisait juste le con et il rigolait et tout. Et Patrick est juste arrivé et il a trouvé là, tu vois. Donc, ils ont fait ils sont croisés, ils ont eu un visuel, puis après ça, je pense que ça l'a coûté sa place en équipe régionale. Ouais. Mais c'était drôle. Ah, C'était des moments très... On était jeunes, Ouais. Mais Patrick il a fait la loi. Et pas juste ça, il en a fait plusieurs autres aussi. Ouais, que je préfère ne pas en parler. Ah, mais de ce côté-là, il blague pas, lui, hein, en plus. Hein. Ouais, il est très, très professionnel, très strict, de la bonne manière aussi. Ouais. D'accord. Bon, maintenant, on va se dire les vraies choses. T'es un joueur qui a vraiment comme j'expliquais tout à l'heure, tu vois, la réputation, tu vois, d'être quelqu'un qui est très très fort en 1 contre 1, tu vois. Maintenant, moi, ce que je voudrais voir, c'est comment que tu as réussi à développer cette confiance. Pour être honnête, je te dirais, j'ai regardé beaucoup de vidéos aussi. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube des meilleurs. Neymar, Hazard, tous les dribbleurs qui ont la facilité à chaque moment de vouloir toujours prendre le défenseur 1 contre 1. Donc c'est ça qui m'inspirait beaucoup. Donc à fur et à mesure, avant les matchs aussi, dans le bus, voilà, j'essaie de les reproduire après. Donc je pense que c'est parti de là. Ok. Et à aucun moment t'as douté ? Non. Jamais. Jamais, parce que si je commence à douter, je vais me poser trop de questions et après ça, j'ai déjà perdu mon duel. Tu vois, c'est comme ça que je réfléchis. Si je me pose la question, je vais perdre mon duel. Donc je préfère ne pas me poser la question parce que je me suis déjà préparé à l'avance avant le match. Je sais déjà qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je sais quel geste que j'ai pu regarder ou bien quel geste j'ai pu faire à l'entraînement la semaine. Donc après, sur le moment, c'est le moment c'est là je dois le faire. Je dois passer. J'ai pas le choix de passer. C'est ça ma mentalité. Donc à fur et à mesure d'enchaîner à l'entraînement aussi, tu prends confiance puis tu continues. Ok. Et justement, quel conseil, tu vois, t'aurais à donner, tu vois, aux joueurs, justement, tu vois, qui ont tendance dans cette situation, tu vois, à trop se poser de questions et tout ça? Je dirais faut pas trop pardon, je leur dirais de pas trop se poser de questions, d'avoir cette pensée, cette envie de passer déjà. Faut que tu aies l'envie de vouloir passer ton adversaire parce que si t'as pas cette envie-là, déjà là, tu vas être hésitant, tu vas être en manque de confiance, puis après tu
ça risque de pas passer, tu vois. Donc, je leur dirais de juste pas de stress. Depuis que tu te mets en confiance, tu te dis, je suis capable de le faire. Tu as des chances de le faire. Et si ça arrive pas, bah, tu réessayes une deuxième fois. Peut-être ça va passer. Alors, donc, la prochaine étape de ta carrière, en fait, tu es passé avec le club de Panel. Ouais. Voilà. Et si je me trompe pas, je pense que tu es resté avec eux à peu près 1 an ou un peu plus. Ouais, 1 an, 2 ans. Ok. Ouais, entre 1 an et 2 ans, si je me trompe pas. Alors, est-ce que ça, par rapport à Pointe-aux-Trembles, c'était un step plus haut? Ouais, un peu. Je te dirais un peu parce que Panini, c'était beaucoup organisé, c'était très structuré aussi. Voilà, donc on avait des 5 entraîneurs, 5 staffs qui nous coachaient. Il y en avait un qui c'était pour l'échauffement, il y avait un pour la discipline, il y avait un pour plusieurs affaires. Donc c'est là que c'était un step un peu plus que Jet de Pointe-aux-Trembles. Donc ça fait en sorte que tu commençais un peu à être discipliné tout en jouant au foot. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié. Et justement, après ça, donc, tu passes avec le CF Montréal. Ouais. Voilà. Je pense que c'était avec les U16. U16, ouais. Ouais. U16. Ouais. En fait, Espoir A, à l'époque, ça s'appelait il y avait Espoir A, Espoir B, Ok. et après U16. Je D'accord. suis arrivé en Espoir A. La première étape. La première étape, c'était Espoir A. Espoir Qui était A. ton éducateur à ce moment-là? C'était coach Antoine. Coach Antoine. Ouais. Ok. Le coach mental. Ouais, coach mental, qui est devenu coach mental, pardon. Ouais. Ok. Parfait. Et je pense qu'après ça, et d'ailleurs à ce moment-là, en passant, moi j'étais encore avec l'Impact de Montréal à l'époque qui est devenu le CF. Mhm. Moi j'y étais encore parce que j'avais passé à peu près 4 ans. Et on venait souvent vous voir quand vous jouiez au stade Saputo. Et je me rappelle que cette année-là, vous êtes arrivé en demi-finale de USSDA, si je me trompe pas. Avec Jason. Ouais, avec Jason Titulio. Et il y avait pas mal de joueurs d'ailleurs qui ont fait des carrières CPL, notamment Thomas Giguère. Ouais, Jeff Geffrard, ouais. Masta, Kacher et plusieurs autres. Il y avait aussi Abdou Samaké, je pense. Abdou Samaké, c'était une grosse génération. Ouais, bonne génération quand même. Très bon. Pierre Lamotte aussi. Pierre Lamotte, exactement. Énormément de talent. Exactement. David Chouanière aussi. Exact. Je pourrais te nommer. Cette génération, elle était très dorée. Et justement, après cette période, donc tu passes rapidement avec l'équipe réserve de l'Impact de Montréal, qui à l'époque était le FC Montréal. FC Montréal, ouais. Et qui était coaché par Philippe Lafroy, je pense. Exact. Voilà. Mais ce que moi j'ai remarqué en fait durant cette période, parce que j'étais aussi à l'Impact à ce moment-là, c'est que en fait ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que tu commences à te démarquer, parce que il me semble qu'à ce moment-là vous étiez encore en USL. USL, ouais. C'est ça. Hein? U18. U18, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc maintenant, moi ce que je voudrais savoir, comment tu t'es nourri en fait de cette expérience en fait pour les étapes qui ont suivi? Ça allait vraiment très vite cette période, parce que quand j'ai commencé avec les 18, comme tu as dit, on était en pleine saison USSDA, on voyageait aux États-Unis en bus avec toute cette génération dorée que je t'ai nommée. Et pour moi, c'était juste une autre étape encore, avec des joueurs talentueux. J'étais le plus jeune et voilà, le coach avait confiance en moi, il me faisait jouer et donc ça me mettait beaucoup en confiance. Donc je continuais à faire le taf, à jouer, essayer de performer le plus possible pour pouvoir atteindre l'équipe réserve avec Philippe Lafroy. Donc voilà, donc c'était ça mon objectif. Toujours me donner au maximum. Après ça, intégrer l'équipe réserve. Je tombe sur Philippe Lafroy, qui me met énormément en confiance. Puis voilà, donc quand tu as la confiance d'un entraîneur comme ça, donc tu peux te permettre de faire beaucoup de choses sur le terrain. Puis ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'il te disait en particulier, Philippe? Justement, parce que tu dis qu'il t'a énormément mis en confiance. Mais est-ce que tu peux nous donner
peut-être des moments spécifiques, tu sais, où il t'a parlé et qui t'ont permis tout simplement de te libérer sur le terrain? Pour être honnête, on n'a pas eu autant de conversations, de conversations individuelles. C'était plus des trucs sur le terrain. Exemple, si un joueur il perdait le ballon, il va le taper, il va le sauter dessus, tu vois. Mais quand c'était moi, il disait rien, tu vois. Okay. Parce que il savait que j'allais recommencer, j'allais revenir, tu vois. Okay. Donc moi j'avais compris ça, donc je me permettais de, tu vois, de continuer à essayer, pousser, et ça fonctionnait. Donc je pense que c'était cette relation qu'on a bâtie et je pense le vestiaire ils avaient compris ça aussi. Et puis voilà, je prenais pas ça comme pour acquis. Pour acquis, c'était un privilège et ça me mettait plus en confiance, tu vois. Et je pouvais aider l'équipe, donc je pense pas. Et en plus, le problème, c'était que j'étais le plus jeune. Ouais. Donc, voilà, c'était plus ce côté-là. Il avait un rôle de père, en fait, tu vois, père sur le terrain. Mais sinon, à l'extérieur, on n'a pas eu trop de conversations de foot à part fin d'année ou des trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, c'était toujours fais ce que tu peux, fais le taf, puis voilà. Après ça, on avance. Mais je pense que c'est bien. Hein. Mais tu vois, moi, je pense que, tu sais, quand on parle, tu vois, de l'intelligence émotionnelle, tu vois, d'un coach, je pense qu'il avait compris, tu vois, il avait vu que tu avais un talent particulier et tout ça. Et je pense que justement, il savait qu'en te mettant en confiance, tu vois, tu allais pouvoir mettre ça au service du collectif. Ouais. Et donc, c'est très positif. Très important parce que parfois, il y a certains joueurs qui ont besoin de cette confiance-là. Ils ont besoin d'être chouchoutés, ils ont besoin d'avoir ces petits moments avec les entraîneurs, que ce soit une phrase sur le terrain, vas-y, continue, ou bien pas nécessairement le prendre dans le vestiaire ou bien le prendre tout le temps après chaque entraînement, mais juste que le joueur se sente en relation avec l'entraîneur, c'est très important. Est-ce que tu percevais un salaire quand tu es passé avec l'équipe réserve? Ouais, j'avais un salaire. J'avais un salaire que voilà, je pouvais me permettre de m'acheter 2-3 petites baskets, 2 petites paires de Nike ou bien des Jordan. Ouais, c'était un bon petit salaire pour mon âge. Donc, est-ce que tu penses que c'est important en tant que joueur, surtout quand tu es très jeune, d'accorder beaucoup d'importance à l'aspect financier? Sans langue de bois. Non. Je te dirais que non. Avec beaucoup de recul aujourd'hui, je te dirais que c'est pas l'idéal en tout cas. Ouais, le plus important, c'est à cet âge-là, c'est plus se concentrer énormément sur le foot. Et voilà, comme on a parlé la dernière fois, avec l'importance de l'entourage. Donc voilà, à cet âge-là, tu devrais que te concentrer sur ce que tu contrôles, qui est le foot, et ce que tu vas faire demain à l'entraînement, les erreurs que tu as fait, comment tu pourrais progresser encore plus. Tout ce qui est argent, c'est éphémère, tu vas en avoir ou tu vas toucher des sommes que tu t'auras jamais idée. Ça viendra, ça, tu vois. Donc, je te dirais non. Est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là? Mais après, sans toi à l'aise, tu vois, de peut-être pas mentionner le montant exact, tu vois, mais peut-être nous donner une fourchette de ce que tu gagnais quand tu étais en équipe réserve avec le FC Montréal. Les chiffres exacts. Je te dirais dans les peut-être 50, 60. Ouais, si je me trompe pas. Est-ce que ce montant-là, on te l'avait donné parce que bon, le club savait déjà, tu vois, qu'il y avait des sollicitations? Probablement. Donc on peut dire que c'était une façon de te garder? Ouais, probablement. Est-ce que tu en étais conscient? Non. Non? Non, mais je pouvais sentir que j'avais ce privilège-là. Et j'ai anticipé aussi à fur et à mesure avec le club ce qui venait, tu vois. Et le vestiaire aussi, je savais, tu
Tu vois, quand tu es dans un vestiaire, ça parle beaucoup. Ouais, L'autre, il exact. parle de tel, l'autre, mais moi, j'étais à l'écoute et je savais ce qui se passait, Mhm. tel qui touche, tel qui touche. Et Mhm. mais moi, j'avais pas conscience en tant que tel que voilà, peut-être je gagnais un peu plus que le vestiaire ou quoi Mhm. que ce soit, mais j'étais fier. Je me disais, je le méritais. Mhm. Voilà. Puis le club a confiance en moi et j'étais content d'être là aussi. Donc, Mhm. ouais. Justement, un peu avant ta signature officielle avec la première équipe, ben, il y a une période en fait où tu joues beaucoup avec les U20 de l'équipe nationale. Ouais. Et je me rappelle que cette année, tu as même été élu le meilleur U20 Mhm. canadien de l'année. Voilà. Et tout le monde parlait de ces fameux matchs que tu as joués quand tu t'es déplacé avec le camp en Angleterre. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est là d'ailleurs que le monde entier a commencé à parler de toi. Est-ce que tu te rappelles de cette période et est-ce que tu peux nous donner quand même un peu plus de détails, tu vois, pendant cette période-là? Comment tu as vécu cette période? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, qui a changé? Est-ce que ça t'a donné plus de confiance? Parle-nous un peu plus de ça Ouais, dans les je te détails. dirais, si je me rappelle bien, c'était avec les U20, on se déplaçait en Angleterre. On savait qu'on devait faire face à l'équipe d'Angleterre et c'est tous des cracks là-bas. C'était Mhm. tous des. À l'époque, je savais pas c'était qui était là-bas, mais Mhm. après ça, quand tu t'apprêtes à rentrer sur le terrain ou bien avant, tu vois le 11. Mhm. T'entends des noms des joueurs qui jouent à Manchester, Chelsea, des trucs comme ça. Par exemple, des noms? Rashford, Ok. ouais, il y a Rashford qui était là. Il y a un autre, j'ai complètement oublié son nom, mais il y en avait pas mal. Mhm. Pas mal qui étaient en. Watkins, peut-être? Si je me trompe, ouais, peut-être aussi. Ouais. Il était là aussi. Il y a le latéral droit du Nigeria aussi. Non, je vais pas dire n'importe quoi. Mhm. Ouais. Mais il y avait pas mal de joueurs qui étaient dans des grands clubs. Mhm. Et à cette époque-là, on avait la chance d'avoir Fikayo Ok. avant qu'il transitionne pour l'équipe d'Angleterre. Il était avec le Canada. Ok. Donc ça se trouve qu'on était dans le vestiaire aussi, tu vois. Mhm. Et il nous donnait un peu de confiance. N'ayez pas peur, parce que c'est les gars avec qui il a grandi, tu vois. Ok. Lui, il a joué à l'académie de Chelsea, donc Mhm. il nous mettait en confiance. Il nous disait, ouais, c'est des grands joueurs et tout, mais vous êtes là pour une raison. Puis, mais nous, on était tout jeunes, tu vois. Moi, j'étais tout jeune dans ma tête. Moi, c'était une autre étape encore, tu vois. Mhm. Et voilà, c'était un grand stade, des grands joueurs. Pour moi, à l'époque, encore aujourd'hui, mais je veux dire, c'était un moment un peu, je te dirais que j'ai pas mal stressé aussi. Mhm. Voilà, j'avais un peu. Ah, Balou stress? Ah ouais, je pense que c'est la première fois que ça m'a stressé un peu. Ok. Voilà, que j'avais ces adversaires en face de moi, Mhm. mais dès que l'arbitre a sifflé, je me suis dit, mais il n'y a plus de retour en arrière, c'est fini. Mhm. Là, tu n'as pas le temps de réfléchir, là. Tu es là, donc c'est là que tu dois faire ce que tu as à faire. Tout ce que tu as fait derrière, c'est juste une étape de plus. Mhm. Puis voilà, j'ai fait mon maximum. J'ai essayé d'éliminer le plus que je pouvais. J'ai essayé de profiter le plus que je pouvais. Mhm. Puis voilà, ça s'est bien passé. Voilà, c'est très bien passé. Le premier match, on l'a fait fermé. Et je sais pas si on a perdu ou on a. Ouais, non, on a gagné. Mhm. On a gagné ce match-là fermé. Et le match ouvert avec des supporters et tout, c'est là qu'on a perdu. Mhm. Donc, ouais, c'était une très bonne expérience. Très bonne expérience avec, tu vois, tu découvres le monde, l'autre niveau, l'autre aspect. Après avoir quitté Jet, Panelinios, l'académie, le CF, même pas le CF, je te dirais les 18, la réserve. Donc, pour moi, c'était vraiment un moment que je m'en rappelais dans toute ma vie. Et donc, après, tu as la chance, en fait, d'être convoqué par Mauro Biello Ouais. pour un match amical contre l'AS Roma. Ouais. Ce match aussi, tout le monde en a parlé. Et en face, tu as des joueurs comme Nainggolan,
tu as des joueurs comme Francesco Totti, tu as des joueurs comme De Rossi. Et toi, tu rentres, et en fait, tu joues comme si tu étais au parc Jarry. Et je me rappelle même, tu vois, que tu avais à un moment donné, là, tu élimines un adversaire, et puis boum, tu mets une transversale. Et justement, c'était quelque chose, parce que ce match-là t'a vraiment révélé au grand public québécois. Et c'est ce match-là aussi qui va te permettre en fait de signer ton premier contrat pro avec le CF Montréal. Alors, peux-tu nous expliquer justement, tu vois, déjà, ce que tu ressentais avant le match, ce qui s'est passé dans ta tête aussi pendant le match, et puis ensuite, après le match, tu vois, quand tu as appris que justement tu allais signer ton premier contrat pro. Ok. J'étais encore avec la réserve à cette époque. Je pense qu'il manquait 2-3 joueurs avec l'équipe première. Et j'avais tendance à m'entraîner avec l'équipe première. Moi, Thomas Giguère et David Chouanière à l'époque. Et voilà, le coach d'équipe réserve me prend et il me dit il y a peut-être des chances que tu sois appelé avec l'équipe première pour le match amical contre la Roma. Donc, ouais, moi, après l'entraînement, je rentre à la maison tranquillement. Ça, c'est la veille. Tranquillement, je vais sur mon téléphone, je vais taper Roma, je vais suivre un peu. Parce que j'aimais beaucoup El Shaarawy aussi. J'étais très fan de lui. C'est vrai, El Shaarawy. El Shaarawy. J'avais oublié. Et Totti aussi. Donc, ouais, je fais mes recherches, couché dans ma chambre, tranquillement. Je prépare mon survêt pour le lendemain parce qu'on avait un costard. Tu devais t'habiller en costard pour aller un autre monde, ça. Jour de match. Ouais, ça a changé complètement. Je sais que je devais paraître bien, tu vois. Je pensais pas trop au terrain à ce moment-là. Donc ouais, je me préparais à rentrer, intégrer le groupe. Donc le lendemain, moi et Thomas, on se rejoint, on se dirige vers le stade. Voilà, on parle un peu que ouais, c'est quand même incroyable qu'on se fait appeler parce que voilà, on a eu quand même un parcours similaire et on a traversé par l'académie, un peu monté les échelons. Donc voilà, en se rendant au stade, voilà, je vois au stade Saputo, ok, je rentre. C'était une des premières fois que voilà, je m'apprête à jouer au stade Saputo avec le CF. Donc j'arrive, je rentre dans le vestiaire, Didier était là, tous les joueurs étaient là, je me mets dans mon petit coin tranquille, j'observe. Pas stressé, tranquille. Je me suis dit que j'allais peut-être pas jouer. C'est ça le pire. Je me suis dit que j'allais peut-être pas jouer, j'allais juste profiter de cette journée. Et après ça, je rentre à la maison et je raconte à mes potes tout ce que j'ai vu ou genre on en discute. Donc là, voilà, le match il passe, je suis sur le banc, j'observe, je vois Totti, je vois Didier qui fait prendre Totti avant le match, il se cause avec Salah aussi qui était là, qui rentre dans le vestiaire. En plus, ouais. Moi je suis là comme ça, mes yeux ils brillent, je comprends pas, je suis là tranquillement et tout, ça passe. Et deuxième mi-temps, le coach, le préparateur physique me dit allez vous échauffer. Ben moi, Thomas, puis d'autres joueurs. Donc moi, c'est toujours tranquille. Je vais juste faire l'échauffement. Après ça, le lendemain, j'ai entraînement avec l'équipe réserve. Tu vois. Et mes parents étaient là. Mes amis ils étaient là aussi. Tout le monde suivait. Toute la famille en Afrique suivait aussi. Parce que je me suis dit, il y aurait peut-être une chance que j'intègre, je rentre sur le terrain. Mais moi, dans ma tête, personnellement, ça allait pas le faire. C'était juste une question de, tu vois, au cas où s'il y avait un blessé. Donc, je suis là, je me tire, je me prépare, je me chauffe. Je lève ma tête. Le coach, il fait comme ça, viens. Là, moi, j'avais pas trop compris si c'était moi. Ouais, si c'était une autre personne. Donc là, je regarde d'à côté, je dis, bah, attends. Là, je regarde, je vois, il y a défenseur, il y a notre milieu. Il m'a pointé moi, donc là, je dis,
Non, dans ma tête, c'était pas possible, tu vois. Donc là, il m'a appelé. Là, le préparateur m'a dit, Balou, vas-y. C'est ton moment, vas-y. Là, à partir de ce moment-là, je pourrais même pas t'expliquer comment je me sentais, parce que je te dirais que c'était un moment, c'est comme si c'était Dieu qui m'a donné cette je sais pas quel mot pour définir ce moment-là. En fait, il m'a ouvert les portes, tu vois. Il m'a dit, vas-y fils, parce que je pourrais même pas t'expliquer comment si j'étais stressé ou si j'étais j'avais planifié, comme je t'avais dit tout à l'heure, mon 1 contre 1 ou quoi que ce soit, ou bien si je voulais faire un assist ou bien quoi que ce soit. J'avais aucun plan. Je devais juste faire mon taf. On m'a appelé, j'ai mis mon maillot, je suis rentré, puis voilà. C'est fait. Puis j'ai vu que j'ai fait un mouvement une fois, ça passait, je me disais, ok, ça, je vais continuer, je vais rester sur ce rythme-là. Puis grâce à Dieu, ça passait, ça allait bien, puis ça fait beaucoup de bruit. Non, mais bravo, hein. Ouais, bravo, parce que c'est quelque chose. Tu sais, c'est une chose, tu vois, entre guillemets, tu vois, de se faire son film dans sa tête et tout ça. Je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais. Mais d'être capable d'aller sur le terrain, puis de le faire, non, bravo. Non, c'est chaud. C'est chaud. Mais tu as beaucoup parlé de Didier Drogba aussi. D'abord, félicitations pour la signature que tu avais eue à ce moment-là, parce que j'en suis sûr que déjà, tu étais très heureux, tu vois, de pouvoir... C'était un objectif, tu vois, que tu avais atteint. Je pense que ta famille aussi, tes amis très, très proches aussi, tu vois, étaient contents pour toi. Mais justement, à ce moment-là, il y a encore un monument de ton pays d'origine, tu vois, qui est Didier Drogba. Et justement, est-ce que tu avais une bonne relation avec lui? Ouais, j'avais une bonne relation avec Didier. J'en ai encore, très bonne encore. C'était une relation vraiment... c'est vraiment un rêve. C'est vraiment un truc... Des fois, je raconte ça à un de mes amis. Ma vie, c'est vraiment un film, parce que j'ai des souvenirs quand j'étais au pays. Mon rêve, c'était de le voir jouer. Je ne dis pas de le rencontrer, de le voir jouer. Donc aujourd'hui, quand après tout ce qui s'est passé, que je l'ai rencontré quand il était à l'époque au CF, le côtoyer, déjà d'avoir son numéro, moi j'arrivais toujours pas à y croire, tu vois. Donc ça venait ce cadeau-là, ça venait de quelqu'un, tu vois. Donc pour ça, je te dis, Dieu m'a vraiment... Donc, avoir cette légende à côté de moi, m'appeler fils, c'était énorme. C'était énorme pour moi. C'était énorme. Donc, j'avais du mal. Au début, j'avais du mal. Je ne vais pas te le cacher. J'avais du mal à vouloir m'ouvrir avec lui, à vouloir bâtir une relation avec lui, tu vois. Et lui, c'était ça l'opposé. Pas qu'il me tapait dessus, mais il me disait, ne te gêne pas, tu vois, tranquille. T'es mon fils ivoirien, tranquille. Nanana. Dans le vestiaire, il me disait, même parce que moi, j'étais timide à l'époque. Mais je le suis encore, mais pour moi, c'était, tu vois, mes gars au pays m'appellent et ils me disent, comment ça, on avait parlé de ça et maintenant, il est à côté de moi, tu vois. Donc, moi, je savais pas comment me comporter avec lui, tu vois. Parce que j'ai trop de respect, j'ai trop d'admiration, il a beaucoup trop fait pour le pays. Je le suivais depuis que je suis tout jeune, donc j'avais du mal comparé à mes coéquipiers à l'époque. Tu vois, ils arrivent, ils donnent la main à Didier tranquille. Moi, c'était pas comme ça. Moi, c'était, je baisse la tête comme ça. Ben oui, ça j'ai trop de respect pour lui. J'ai énormément de respect pour lui. Puis après, à fur et à mesure, tu vois, il m'a mis à l'aise. Il a compris que j'étais un peu réservé, un peu timide, puis il a respecté ça. Voilà, exactement. Puis c'est là qu'on s'est plus approché. Ouais. Et justement, parce que si je me trompe pas, et corrige-moi si je le prononce pas bien, mais il me semble que les Ivoiriens, ils l'appellent Deizoko.
Daizoko. Daizoko. Ouais, Ah, ok. Daizoko. Mais justement, il faut que tu nous expliques un peu. Ouais. Parce qu'à un moment donné, sur les réseaux, il y avait une photo qui avait tourné Ouais. où monsieur Didier Drogba, il est en train de manger chez toi à la maison. Alors, comment c'est arrivé, ça? Il faut nous expliquer. Comment tu as réussi à faire venir Didier Drogba chez toi à la maison et manger? Bon, j'imagine que c'est parce que vous êtes tous les deux ivoiriens. Ouais. Mais c'est arrivé comment? Mais en fait, ouais, comme je t'ai dit, à fur et à mesure de le côtoyer et tout, puis on parlait tout le temps dans le vestiaire et tout, même avant même qu'il vienne chez moi, des fois il me sortait des blagues. C'est quand que je viens à la maison, je mange du placali ou bien du foufoutou ou bien la sauce arachide, des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, je prenais ça, ça rentrait, ça sortait, tu vois. Je prenais pas ça en compte que, tu vois, peut-être qu'il veut vraiment, il a envie de manger ça, tu vois. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et une fois, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma daronne, j'ai dit, on dirait Daizoko, il veut manger ça. Donc, peut-être, je sais pas comment proposer ça ou quoi que ce soit. Puis, mon père, il est venu au centre. Il a rencontré mon père. Ils ont parlé pendant, je pense, 30-40 minutes, si je ne me trompe pas. Puis, après ça, mon père, il est rentré. Jusqu'à présent, je ne connais même pas j'ai même pas idée de la conversation qu'ils ont eue. Puis, le lendemain, Didier me dit, tu sais que j'ai rendez-vous avec toi chez toi après l'entraînement, on doit aller manger à la maison. Je dis, ah ouais. Là, je prends mon téléphone, je me dis, mais attends, mon père, il a fait quoi encore là, tu vois? Il a planifié, il a fait quel programme, tu vois? Moi, j'étais gêné, moi, j'étais pas à l'aise. Donc là, il me dit, ouais, il y a Didier qui vient à la maison et tout, on va préparer et tout. Puis de là, ouais, Didier, après l'entraînement, je rentre dans sa voiture. On conduit jusqu'à chez moi, à l'époque où j'habitais. J'étais tellement gêné, je me dis, qu'est-ce que tu fais, Valou? Qu'est-ce que tu fais? Là c'est là que la deuxième fois que j'ai stressé aussi, c'était cette fois-là aussi. Tu vois? Puis je me dis, mais comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu l'amènes à la maison? Mais, en fait, j'avais envie en même temps, tu vois, mais j'étais trop stressé. Mais ouais. Après, c'est très bien passé. Très bien passé, tu vois. C'est pour ça que j'ai tellement de respect pour ce monsieur, pour cette légende. Il vient chez moi, il mange tranquille, au calme, avec la main, tout ça. Avec la daronne, ça rigole, on parle. Ah non, franchement, c'était top. Et c'est de là que la photo, je sais pas comment elle est sortie. Peut-être c'est mon frère qui a pris une photo ou je sais pas où. Je pense que c'était Fulgence. Fulgence, je pense. Qui a pris la photo. D'ailleurs, Fulgence, on te dit bonjour. Forcément, il va suivre, forcément. Non, mais c'est ça que je disais, le monde est petit, parce que je te l'avais dit, Fulgence, je le connais depuis très, très, très longtemps. Et puis MCI. Ah, voilà, exactement. MCI Canada. Mais pour revenir un peu à ton parcours. Donc là, maintenant, on va dire tu commences à t'établir et tout ça avec la première équipe. Et puis, il faut dire, t'es quand même... c'était une grosse génération, là, du moins une très, très bonne équipe là, du CF Montréal. Enfin, qui était l'Impact de Montréal à ce moment-là. Ouais. Mais tu as des joueurs comme Romero, comme Oduro, comme Piatti. Toi, tu es au milieu de tous ces joueurs-là. Voilà. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, ce que tu as appris de ces joueurs-là qui étaient vraiment des joueurs immenses, tu vois, de la MLS? Ouais. En fait, moi, quand je suis arrivé, je vais pas te le cacher, c'était un vestiaire avec énormément de grands messieurs, de gars qui ont énormément de matchs, de trophées, des trucs comme ça. Donc moi, j'étais vraiment à l'écoute. J'étais beaucoup à l'écoute. J'apprenais chaque jour de Piatti, voilà, de ses gestes, de comment il faisait son crochet là avec son genou là. J'essaie de reproduire, mais tu vois, quand tu essaies de le faire, ça fonctionne pas. C'est que tu vois, c'est-à-dire que tu dois encore chercher encore plus, tu vois. Répéter.
répéter. Et toi, à l'entraînement, après les entraînements, tu vois Didier aussi qui enchaîne les coups francs, tu vois, il enchaîne les frappes. Romero aussi qui enchaîne les crochets aussi. Donc, tu vois, j'étais toujours en mode, j'étais réceptif, j'étais en mode, c'était ma période vraiment, j'accumulais beaucoup de, tu vois, ces gars-là. Donc, ça m'a servi beaucoup parce que il m'aimait aussi, tu vois. Il me donnait conseil, il savait que j'étais le bébé du vestiaire. Donc, avant les matchs, c'était Balou, n'aie pas peur, vas-y, prends ton gars derrière. À l'époque, il y avait Ambroise qui était avec moi sur le côté gauche. Oyongo, tout à fait. Oyongo, de ce que je me rappelle, son truc c'était ne regarde pas derrière, vas-y. Tu vois, je m'occupe de derrière, je veux pas que tu viennes là, occupe-toi de devant. Et aussi Moreau qui me mettait en confiance. Donc j'avais vraiment les atouts pour tu vois, m'épanouir. Donc c'était vraiment top. Après ça, donc il y a des rumeurs qui commencent à parler de toi au Barça. Alors ça, c'était vraiment quelque chose. Mais c'est sûr que, allez, pour les amateurs de foot et tout ça qui regardaient vraiment l'impact de Montréal à ce moment-là, c'était pas une surprise, tu vois, parce qu'on pouvait voir les prémices, tu vois, de quelqu'un qui pouvait, qui avait une carrière prometteuse. Donc, on va dire quelques jours après, c'est vraiment quelque chose qui se précise. On commence à dire que c'est quelque chose de concret. Mais disons que la période avant ton transfert, ou du moins quand ça s'est déroulé, il y a une période aussi où t'étais blessé. Ouais. Voilà. Mais c'est à ce moment-là aussi que tu découvres aussi, on va dire, le côté un peu sombre des médias. Ouais. Mais toi qui es tout jeune, comment déjà, est-ce que tu as réussi à bien gérer cette période? Et surtout, qu'est-ce que tu en as appris? Bah déjà à l'époque, moi j'étais pas très connecté avec les médias. J'étais pas media trained, je connaissais rien. C'était vraiment après le match de la Roma que j'ai vu un peu, tu vois, la famille t'envoie des potes, t'envoie les articles et tu vois ce qui s'écrit. Donc là, j'ai commencé à comprendre un peu, tu vois. Mais le côté sombre, je l'avais pas encore vu venir. À partir de ce moment avec ma blessure avant le transfert, j'ai vu tellement de trucs qui se sont écrits sur moi, puis qui étaient fausses. Donc là, j'ai commencé à me remettre en question, mais je comprenais toujours pas, tu vois. Donc voilà, c'était une période un peu difficile. Difficile parce que c'est comme si t'es là où t'as fait tout ça pour arriver au niveau professionnel, mais on a oublié de t'expliquer un truc, qu'il y a les médias, eux, ils sont là. Si ça va bien, ils vont être là. Si ça va pas bien, ils vont être encore là. Donc c'est ce truc-là que j'étais pas au courant. Donc cette période-là m'a vraiment marqué. Ça m'a donné des leçons, ça m'a forgé. Puis après, voilà, je suis passé à travers. Voilà, je suis passé à travers. Puis, parce que je connaissais ma personne, je connaissais ce que j'avais envie, je savais que j'étais content au club, je savais ce qui était vrai, tu vois. Donc voilà, après ça, je suis allé au Barça. Et justement, c'est sûr que on va aller un peu plus dans les détails et tout ça par rapport à la période que tu as occupée, la période que tu as passée au Barça, pardon. Mais juste pour revenir, tu vois, à ce côté sombre des médias, est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé? Parce que je sais que c'est pas dans tous les centres de formation, pour être honnête, mais je sais que dans certains centres de formation, on commence déjà à préparer les jeunes joueurs à faire face aux médias. Et quand on dit faire face aux médias, c'est aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments. Est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé? Et moi, ce que je voudrais, c'est que tu ailles un peu plus dans les détails. Comment ça t'aurait aidé? Ben oui, ça, pour te dire vrai, ça m'aurait beaucoup aidé si à l'époque, on avait ce truc-là que, tu vois, un petit 20 minutes ou 30 minutes après l'entraînement, Media Train, quelqu'un qui nous apprend à discuter avec les médias ou à comment répondre aux questions ou bien à faire
quand il y a des situations un peu qui tournent pas à son avantage, ça m'aurait peut-être aidé dans beaucoup de choses. Et voilà, je pense que ça, c'est une bonne chose d'avoir ça ici. C'est des trucs qu'on n'a pas et ça aiderait beaucoup de choses à beaucoup de jeunes joueurs parce que ils vont se concentrer que sur le terrain. Et quand ils vont avoir une situation, exemple, à répondre aux médias, ben, ils seront déjà préparés. Et cette préparation à répondre, ça évite des pensées douteuses ou bien tu te remets en question. Mais tu vois, c'est cette partie-là. Bah, ça, c'est un petit message aussi pour le CF Montréal, pour le Toronto FC et pour Vancouver. Donc, si jamais vous tombez sur ce podcast, vous savez que les jeunes, là, il faut les préparer. Mais d'ailleurs, ça tombe bien parce que si tout se passe bien, il y a peut-être des éducateurs justement qui sont impliqués avec le CF et tout ça et qui viendront sur le plateau. Donc, peut-être qu'on pourra avoir un peu plus de détails à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des choses qui se préparent à ce niveau-là, on ne sait pas. Non, c'est très important. Ouais. Très, très important pour la nouvelle génération aussi, là. Parce que les réseaux sociaux, ils jouent aussi, tu vois. Donc, les réseaux sociaux, moi, j'associe ça avec les médias. Donc, c'est un peu des deux. Puis, quand tu es jeune, tu as besoin de comprendre un peu ce côté hors du foot, médias et réseaux sociaux. Donc, je pense avoir quelqu'un comme ça qui... Dans ton environnement de foot, c'est très important. Alors, maintenant, en 2018, tu passes au Barça. Ouais. Bon, il faut dire que c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde de passer du CF Montréal. Mais déjà, et je veux vraiment que tu sois sincère. Si on t'avait dit un jour qu'après une vingtaine de matchs avec l'Impact de Montréal, tu serais passé au Barça, est-ce que tu allais y croire? Non. Jamais. Je veux dire, même avec la confiance que tu avais en tant que joueur, parce que c'est vrai que malgré ton jeune âge, tu commençais déjà à te démarquer et tout ça, mais justement, comment t'as réalisé ça? Je pourrais jamais me dire ça, c'est impossible. En fait, c'était une surprise pour moi. C'était une surprise quand j'ai vu les documents. J'ai dit, attends, ils sont sûrs que c'est moi, ils cherchent ou bien je comprends pas, tu vois. Donc, déjà, moi, j'étais un fan du Barça depuis tout jeune, comme Fulgence aussi. Là, par contre, c'est une petite erreur parce que bon. Hein, on a un problème. Ouais. Non, moi, c'est la Maison Blanche. All the way. Mais il n'y a pas de problème, je comprends. Ouais. Mais tu vois, mon frère, lui, c'était la génération Ronaldinho, il était fan de ça. Donc, en étant jeune, ça a toujours été Barça à la maison. Il parle du Barça, il suivait le Barça et tout. Donc, quand c'est arrivé, c'était un peu un choc. Et c'est comme si, dans un autre monde, c'était... Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas comme si je l'anticipais ou je le voyais venir, mais c'est comme si c'était normal, tu vois. Mais j'étais énormément surpris. Énormément surpris quand c'est arrivé. Et j'y croyais pas jusqu'à ce que je me rende là-bas pour la première fois. Donc, c'était une période... la première fois quand j'ai su que le Barça, ils avaient un intérêt pour moi, je suis rentré à la maison, j'ai parlé de ça à mon frère, ma mère, puis mon père, puis ils étaient joyeux, ils étaient contents, ils étaient fiers. Mais moi, j'arrivais toujours pas à y croire encore, tu vois, parce que je voulais voir tu vois, j'avais besoin de le sentir, ce Barça-là, le Camp Nou, le Lionel Messi, le tiki-taka, ouais, j'avais besoin de le voir, tu vois. Et j'étais motivé, donc c'est de là que c'est parti. C'était là, c'est parti. Et justement, explique-nous ton arrivée, tes premiers mois, les installations, tout ça. Comment tu as géré ça? Les premiers mois, je te dirais que c'était un peu une période de... C'est comme si je planais, quoi. Tu vois, j'étais en train de vivre le rêve de tous mes amis en Afrique.
c'est là que j'ai pris conscience de la chance que j'ai eue. Et la chance de jouer dans le plus grand club au monde, la plus grande académie au monde. Donc, j'étais en train de flotter. Je devais recommencer à zéro, tu vois. J'ai fait l'académie ici, j'ai fait les U16, U18, comme on a parlé, l'équipe réserve. Mais là-bas, j'intègre un club que c'est que des cracks, les petits là-bas. Tu vois, c'est que de U7 à U15, après ça, ainsi de suite. Donc, nouvelle ville, nouvelle langue. Donc, je devais m'adapter, et forcément, tu vois. Je devais m'adapter. Puis, en arrivant là-bas, je suis arrivé là-bas le premier jour avec mon père pour la signature. Donc, on arrive là-bas, on signe, on arrive au centre d'entraînement. On rencontre les directeurs à l'époque, le président dans les bureaux et tout. On fait la visite du centre d'entraînement, les terrains, donc les pelouses. J'ai jamais vu. C'était la première fois que je voyais des pelouses vraiment, tu vois, vertes. C'est là que je me suis dit, ok, ouais, là, ça commence à parler français, là. Et là, j'étais fasciné. On rentre dans le vestiaire aussi de l'équipe réserve. Ensuite, on va dans le vestiaire des pros. Je dis, mais attends. Des fois, c'est comme si tu as envie de te donner une tape. Si c'est vraiment sérieux ou c'est, tu vois. Donc, ouais, comme je te dis, je planais. Donc, j'étais content. J'avais du mal à exprimer mes émotions, tu vois. Donc, ça allait trop vite après, tu vois. Donc, après, c'est les entraînements. Tu arrives dans un vestiaire que tout le monde parle espagnol sauf toi. T'as pas le traducteur, c'était en anglais, mais après, en plus, à l'époque, moi, mon anglais, c'était moyen. Je venais d'intégrer l'équipe nationale, donc mon anglais, c'était pas trop ça. Donc, l'anglais aussi, c'était espagnol. Donc là, j'essaie de m'adapter et tout. Puis, parce que l'entraîneur, il parle. Tu vois, quand il rassemble le groupe, il donne des consignes. Moi, je comprenais pas. Mais après, j'ai commencé à m'adapter en fonction de, tu vois, sur le terrain, des fois, il y a des trucs que tu comprends. Des trucs que j'ai déjà fait, des exercices que j'ai déjà fait, ou bien la finition, exemple, que je comprends déjà, tu vois, j'ai le flair de comprendre ce qui va se passer. Donc, c'est ça, ces petits détails-là. Donc, après, voilà, j'ai dû passer par là aussi. C'est le côté de la langue, m'adapter. J'ai pris des cours en espagnol. Parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire à la maison, la télé qui est en espagnol. Tu veux commander quelque chose au téléphone, c'est en espagnol. Donc, il fallait que je rentre dans la bulle. Puis voilà, après ça, dès que j'ai appris l'espagnol, ça m'a aidé dans beaucoup de choses, simplement de choses. J'ai pu commencer, à sortir un peu de la maison, me promener, découvrir certaines affaires, tu vois. Parce qu'au début, j'étais un peu réservé à la maison, essayer de rester dans ma bulle. Mais voilà, c'était simple. Ça m'a duré un mois, à fur et à mesure. Puis rencontrer mes coéquipiers, discuter avec eux, ils me mettaient en confiance, ils m'acceptaient. Puis après ça, c'était simple. Justement, est-ce que quand tu es arrivé, tu as directement commencé à t'entraîner avec la première équipe ou au départ on t'avait plus mis avec l'équipe réserve? Quand je suis arrivé, je suis arrivé en mi-saison avec l'équipe réserve. Donc je suis arrivé, je m'entraînais avec l'équipe réserve, mais je n'étais pas encore avec l'équipe première. J'avais jamais encore vu l'équipe première. Donc jusqu'à la fin du championnat, voilà, c'était avec l'équipe réserve. Puis je m'entraînais, je faisais les matchs. On a eu notre entraîneur. Ils se sont séparés de l'entraîneur quand je suis arrivé. Ils ont eu notre entraîneur. Donc là, je commençais à avoir un peu de temps de jeu. Et le coach me mettait en confiance, il m'aimait bien. Parce qu'à l'époque, j'avais le coach qui est arrivé, qui a remplacé le coach quand je suis arrivé. On avait le même agent, tu vois. Donc j'ai eu cette facilité après de, tu vois, qui puisse me donner temps de jeu et tout, puis essayer de me pousser aussi avec l'équipe première le plus rapidement possible au lieu d'attendre l'année d'après. Donc c'était bien. Et justement, en équipe réserve, est-ce qu'il y avait des grands noms avec toi? Qui étaient les grands noms? Ou même peut-être dans les générations en dessous? Bien sûr.
Il y avait Ansu Fati dans les générations en dessous. Ma génération, il y avait Alex Collado, un des meilleurs joueurs que j'ai vu au Barça, de ma génération. Gaucher, laisse tomber. Ricky Puig. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ma génération aussi, on était dans la même équipe. Carles Pérez, qui joue en Espagne en ce moment. Iñaki, le gardien du Barça. Bien sûr. Dani Morel, que j'ai eu à Ottawa avec moi, le latéral droit. Il y avait pas mal de cracks. Pas mal de cracks. Je te dirais, tout le vestiaire, c'était que des cracks. Il y avait Martin Ongla aussi, qui joue à Grenade en ce moment. C'est un Camerounais. Non, franchement, ça joue au ballon. Hein. Ouais, tu te lèves le matin là-bas, t'arrives là-bas, tu sais que t'as ce vestiaire-là, les petits comme ça qui ça tourne. Non, mais t'es content. Tu vois, ça te donne envie de te surpasser. T'as envie de, tu vois, c'est pas toi qui cours, c'est le ballon qui court. Tu vois, donc ces trucs-là, ces joueurs-là, je pourrais jamais oublier ces moments avec eux. Mais à quel point, justement, tu as progressé? Parce que bon, c'est sûr que tu as eu ta période d'adaptation, parce qu'il fallait que, tu sais, c'est un nouveau pays, il fallait que tu apprennes la langue et tout ça. Puis, moi, c'est quand ce temps-là est passé. Parce que l'année d'après, tu as directement commencé la préparation et tout ça avec la première équipe. Mais justement, dans ce laps de temps-là qui s'est passé, c'est quoi les premières choses où tu t'es dit, ah ben voilà, ça m'a aidé à progresser. Ça c'est quelque chose qui m'a apporté un plus et justement qui m'a aidé à passer à l'étape supérieure? Je te dirais juste être à l'écoute de mon agent à l'époque, à cette période, parce que lui, c'était un agent du Barça. Il travaille avec le Barça, donc il s'y connaissait pas mal il connaissait pas mal le club. Et il m'a beaucoup donné de conseils sur comment j'allais développer mon jeu, comment j'allais m'adapter, comment j'allais me surpasser. Donc voilà, je faisais juste écouter et j'essayais de reproduire les joueurs qui me donnaient à regarder, qui sont passés au Barça, comme Neymar, je t'ai dit tout à l'heure. Donc, le style de jeu, parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé en tant qu'ailier droit. Donc, je devais me concentrer sur mon poste, comment je devais me positionner à la perte du ballon, quand on a le ballon. Des petits détails qu'avant, j'avais pas, tu vois. J'avais pas eu le temps de... Je me suis jamais assis avec quelqu'un puis on m'explique ça, tu vois. Donc là-bas, pas juste avec mon agent, mais même au club, c'était des trucs qu'on revoyait avec le gars qui s'occupe des trucs individuels. Il me prenait dans un bureau, il me montrait, tu vois, tu fais ça c'est pas bien. Parce que quand tu montes avec l'équipe première, ça c'est l'espace, exemple à Messi, tu vois. Et toi t'es un ailier, tu dois rester un peu là, le ballon va venir, tu vois. Reste dans ta position, le ballon va venir. Donc c'était un peu des trucs comme ça, pas rentrer dans l'espace de l'autre. Tu vois, t'as ton espace, j'ai mon espace, tu vois. Et on arrive à essayer de jouer collectivement. Donc c'est des trucs comme ça j'ai été à l'écoute et ça m'a permis de m'adapter facilement. Est-ce que vous faisiez beaucoup de vidéos? Ouais, pas mal de vidéos. Ouais, pas mal de vidéos pas sur l'adversaire, mais sur les plans tu vois, nos erreurs à nous, tu vois. Les erreurs qu'on fait la veille des matchs ou bien le match qu'on a eu auparavant contre l'adversaire qu'on va avoir. Donc c'était juste des petits détails pour progresser. Donc il n'y avait pas vraiment d'instruction. Comme je te dis, c'était un vestiaire disons, il y a tellement de talent que le coach même il savait même pas, il donnait pas d'instructions, ça se faisait naturel, tu vois. Mais ouais, on avait ce moment ces petits moments pour ajuster quelques détails. Ouais. Et justement, tu as la préparation à Miami là, qui commence avec la première équipe. Et là, dans le vestiaire, on a encore... je pense que c'est la période où Luis Suarez est déjà arrivé.
Ouais, si je me trompe pas, il venait d'arriver. Ouais, c'est ça. Ouais, il allait arriver. Ouais. Ouais, à l'époque, c'était Malcolm qui est arrivé. Ok, c'est ça. Ouais, Malcolm. T'avais encore Messi, t'avais encore Messi, Busquets, ouais. t'avais encore Iniesta, Ouais, Jordi Alba aussi était là. Jordi Alba. Ouais. Ça fait quoi de se retrouver au milieu de tous ces joueurs-là? Non, c'était. Comme je te dis, c'était un rêve. Tu peux qu'être fier, tu peux que profiter de ce moment-là en plus parce que de ce voyage-là aux États-Unis, à Miami, c'était la première fois que je quittais l'Espagne après mon arrivée. Donc, c'est comme si c'était un peu familier revenir aux États-Unis, mais je reviens avec. Tu vois, dans l'avion, il y a Jordi Alba, il y a tel. Mais là, tu sens que t'es un joueur du Barça, tu vois. Ça fait du bien. Et arriver à l'hôtel, les déplacements, tu sens que c'est pas n'importe quelle équipe, c'est pas n'importe quel club. Et tu t'en rends compte à fur et à mesure de chaque endroit où tu passes, où à chaque fois que tu es habillé en Barça, tu vois l'impact que ça fait autour de toi. Puis moi, encore plus, c'était un rêve. C'était vraiment. Je profitais de chaque moment, chaque instant. Puis voilà, j'étais très content de faire partie de ce groupe pour ce déplacement. Et comment ça s'est passé alors? Ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que le premier match, si je me trompe pas, on joue contre Tottenham. Ouais, si je me trompe pas. Après ça, on a joué contre l'AC Milan et la Roma. Non, pardon, le premier match, c'est contre la Roma. Ouais. Donc ce match-là, tu vois, bizarrement, des années après, je me suis retrouvé à jouer le match contre la Roma, puis j'ai fait une assist. La première assist à Malcolm, à son arrivée, à sa signature. Il venait de signer 48 heures même, avant que nous on arrive à Miami. Lui, il était même pas là encore, tu vois. Okay. Donc il nous a rejoints. Il y avait déjà des rumeurs dans l'avion que à l'époque c'était Abidal, le directeur sportif là-bas. Et tu vois, il y avait des rumeurs un peu que voilà, Malcolm il devait arriver au Barça, mais Malcolm il devait signer à la Roma. Tu vois, il devait venir à la Roma. Le premier match c'était contre la Roma. D'accord. Donc ça se trouve que il a quitté la France, il est arrivé à Miami et il avait le choix de signer entre la Roma ou le Barça, tu vois. Et c'est trouvé, il est arrivé au Barça. Dernière minute, dernière minute du marché de transfert à l'époque, il arrive dans le vestiaire avec nous, dans le vestiaire à l'hôtel, puis là, on apprend, puis là, moi, je suis content, j'ai encore mal comme là, c'est quelqu'un que je veux aussi, tu vois. Et le lendemain, il est là, match contre la Roma, je lui fais une assist, content, il me saute dessus, puis tu vois, lui il vient d'arriver, il est joyeux, ça parle de lui, tu vois, donc c'était vraiment des moments c'était top. Après ça, le deuxième match, j'ai pas joué le deuxième match. Non, le deuxième match, j'ai pas joué contre l'AC Milan, et le troisième match, j'ai joué contre Tottenham. Ouais. Donc Tottenham, je suis rentré sur le terrain. Le coach m'a dit fais ce que tu fais à l'entraînement. Juste prends ton gars 1 contre 1. Et ça se trouvait à l'époque, c'était Serge Aurier, le latéral droit. Donc mon vieux père, là, je suis tombé sur lui, j'ai dit mais ça c'est les doigts de l'international. Ça. Je peux pas, c'est soit je le fais ou soit tu vois, je suis gentil, je suis timide et tout, mais ça allait trop vite. Parce que, tu vois, nous, l'équipe première, quand j'étais à l'époque, l'équipe première, c'était pas, ça jouait pas rapidement. Je voyais pas de différence entre l'équipe réserve et l'équipe première, tu vois. C'est en match, j'ai constaté que, en fait, tellement qu'on fait bouger le ballon et que l'adversaire court, que ça, tu vois, ça accélère le rythme du jeu. Donc, le gars, il vient plus vite que d'habitude, tu vois. Il vient plus vite que prévu. Donc, tu dois forcément t'en sortir. Donc, à fur et à mesure on circule le ballon, je vois Serge Aurier. Moi, je connais Serge Aurier. Mais pas, je le connais personnellement, mais c'est un grand que j'ai suivi quand j'étais plus jeune aussi. Exact. Et je me suis dit, mais lui, j'ai vu ses jambes, j'ai vu le gars, il est costaud, il est balèze. C'est la première fois que je le voyais aussi, tu vois. Mais
Mais je me suis dit, non, Balou, tu fais ce que tu as à faire, tout ce que tu as toujours fait. Oui, c'est Serge Aurier, mais tu dois le faire. Il doit goûter aujourd'hui, tu vois. Donc, dès que contre Fifiou, ça va vite, ça va vite. Et après ça, à la fin du match, il est venu me voir, il m'a dit, mon petit, c'est pas bien ce que tu fais. C'est ça. Mais c'est toi le petit à Didier, hein? Ah ouais, parce que Didier m'a parlé de toi quand il était à Montréal et tout. Il m'a pris, on est parti dans le vestiaire. Il m'a ramené dans le vestiaire de Tottenham et tout. Il m'a maillot signé, tout ça. Il m'a mis bien. Il m'a mis bien, mais ouais, c'était une petite anecdote comme ça. C'est bon ça. Ouais. Après ça, on finit la préparation et on rentre en Espagne. Puis voilà, tout se passe bien. Je trouve que j'ai une bonne pré-saison. D'accord. Et c'est à quel moment alors que tu réalises, tu vois, que tu vas être prêté? Et justement, est-ce que tu avais déjà un peu d'insight? Est-ce qu'on t'avait déjà préparé à ça? Est-ce que toi, par exemple, tu te voyais commencer à jouer directement avec la première équipe? Explique-nous un peu. Moi, en fait, le prêt, il n'était pas basé sur le fait que j'avais pas intégré aussi rapidement l'équipe première. Il est basé sur le fait que déjà l'équipe réserve, avec l'équipe que je jouais, on perdait beaucoup de matchs, tu vois. Ça allait pas bien. Ils ont viré le coach. Et comme je t'ai dit, mon agent, c'était un agent du Barça. Il était proche avec le président. Et il vient me voir, il me dit, ça va pas bien en ce moment, tu dois jouer dans un niveau où ça va vite, parce qu'en ce moment, l'équipe B, c'est en train de, peut-être on parle de relégation, tu vois. Donc, et en plus, l'équipe première, en ce moment, ils viennent de commencer les transferts, ils ramènent des grands joueurs et tout. Est-ce que on est en train de voir si on va attendre que tu rentres dans le groupe d'équipe première, tu t'entraînes, tu sois patient, des trucs comme ça, ou soit on t'envoie en prêt dans une équipe qui est en train de se battre pour la montée en première division, et peut-être après, tu vois, et t'es toujours en prêt avec le Barça. Donc là, voilà, j'ai rendez-vous dans le vestiaire, dans le bureau, avec le président, puis le directeur et mon agent. Donc là, voilà, après quelques discussions, la conclusion, c'était d'aller en prêt avec une équipe deuxième division, Albacete, qui était très bien placée, qui était 3e dans le classement, puis ils avaient une chance de monter en première division. Et à l'époque, le coach, c'était un coach qui a déjà été au Barça, tu vois. Donc le directeur technique, le président, il appelle, il lui dit c'est carré, il n'y a pas de problème. C'est un jeune très talentueux, on va l'amener vers vous et tout, puis il va exploser, et puis blablabla. Moi, j'ai dit, ça me semble correct, tu vois, parce que, écoute, j'étais toujours tout seul à prendre certaines décisions, puis je voyais que ça allait pas bien aussi pour le club, puis, mais j'avais besoin de jouer aussi, tu vois. J'avais cette envie un nouveau challenge, tu vois, quand ils m'ont parlé de deuxième division, qui pensent pour la première division, que tu risques de croiser la première équipe, c'est intéressant, tu vois. Bien sûr. Donc, voilà, ça, je suis allé avec ça, je me suis dit, il n'y a pas de problème, ça se fait, on signe les papiers, j'ai le coach au téléphone, il me dit c'est carré, tout ça. Une semaine, je me rends là-bas. En arrivant, le coach, il se fait virer. Et lui qui le remplace, c'est un ancien du Real Madrid. Tu vas pas me croire, mais je te jure, c'était un ancien du Real Madrid. Son nom? Je ne saurais te dire, mais si tu vas, je te montrerai après, c'était un coach qui a joué au Real. Et mon agent m'appelle, il me dit... non, en fait, c'est moi qui appelle mon agent, je lui dis, ils ont viré le coach. Donc c'est comment là? Parce que je comprends pas là. Je sais pas si ça va se passer avec un nouvel entraîneur, je connais pas. Tu vois, j'avais quoi, 18 d'avoir 18 ans. Et là, il me dit non, t'inquiète, ça va bien se passer, on va s'occuper de ça, concentre-toi sur ton adaptation avec le club et les joueurs et tout. Là, j'attends, je vois les nouvelles.
C'est un ancien, à l'époque, quand je te dis ancien du Real, c'est vraiment, je te parle de Les Galactiques. ouais, à l'époque, là, tu vois. Donc, bah, moi, je suis là, je suis tranquille, je me dis, ok, peut-être ça va pas vraiment jouer sur le fait que je viens d'un prêt du Barça, puis c'est un ancien du Real. Normalement, c'est le foot, quoi. C'est pour être un joueur qui vient d'arriver, qui vient du Barça en prêt, c'est pour aider l'effectif et tu vois, on avance. Mais ouais, j'ai subi ce traitement-là. J'ai subi ce traitement-là. J'étais tout le temps là, tous les jours à l'entraînement. J'étais discipliné. Je faisais le taf. Je mettais tout le monde d'accord, le vestiaire d'accord. Même les gars, ils me parlaient. On comprend pas pourquoi le coach te fait pas jouer. À l'époque, il y a Souley Muntari qui signe avec nous. Qui un grand pour moi aussi, qui me conseille, il me dit mais c'est pas normal, c'est peut-être un autre truc derrière tout ça, tu vois. C'est pas juste le terrain, c'est pas juste le fait que tu joues au Barça, c'est peut-être un truc de couleur aussi, tu vois. C'est là que j'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à me dire mais non, c'est pas je pense pas c'est tout ça, mais jusqu'à tu fais 6 mois de prêt puis tu joues 2 matchs. Là tu dois te poser des questions. Pose des questions, est-ce que tu retournes au Barça, tu fais quoi, tu restes là en prêt, mais ce que j'ai fait de bien, c'est que je suis resté là, j'ai taffé, j'étais tout le temps là à l'entraînement parce que c'est une équipe qui était au-dessus de l'équipe B, tu vois. Donc les entraînements, ils étaient, tu vois, ça jouait au foot, tu vois. Donc je savourais ces moments-là, puis le coach, il n'y a pas eu vraiment de discussion, il montrait pas vraiment d'intérêt. Puis moi, je suis pas quelqu'un de, tu vois, j'ai jamais eu ce côté aller voir l'entraîneur pour lui. Je connaissais pas encore ça, ce côté relationnel avec l'entraîneur, aller poser des questions ou demander à l'entraîneur est-ce qu'il a un problème personnel ou des trucs comme ça. J'avais pas. En fait, bien ça m'a coûté cher, ça, je te dirais, tu vois. Peut-être bien si t'as des progrès à faire et tout ça, tu vois, des choses comme ça. J'aurais pu faire ça, tu vois. Peut-être j'aurais eu des réponses, peut-être que, tu vois, ce que j'ai dans la tête ou ce que je me faisais comme idée, j'aurais eu la réponse directe. Mais j'étais trop jeune, j'avais pas d'expérience, je voulais pas trop m'imposer, mais voilà. Mais ça m'a marqué, cette période-là, puis voilà, je suis retourné au Barça après. Et justement, après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé donc, quand tu es revenu au Barça? Du Barça? Ouais. Bah, je suis retourné au Barça. La situation n'avait pas bougé. Le club allait toujours pas bien. Même financièrement aussi, ça allait pas bien. Le coach, c'était un coach de gardien à l'époque, parce qu'ils essaient de retrouver un coach, chercher un coach pour l'équipe réserve. Donc là, moi, j'étais en réflexion. Je sors d'une situation que on me donne pas 6 mois d'un prêt, on me donne pas de temps de jeu par prétexte peut-être c'est ma couleur ou des trucs comme ça, ou bien peut-être, qui sait, c'est peut-être que je faisais pas partie de ces plans, tu vois. Il y a plein de questionnements dans ma tête. Je reviens au Barça et les joueurs qui sont autour de moi, ils pensent à aller en prêt, des trucs comme ça, donc ça bougeait beaucoup. Donc là, je me remettais en question, j'ai complètement oublié l'objectif, il était juste là. Tu vois, ça m'a tellement échappé parce que je suis là, mais en même temps, je suis pas là. Tu vois, je ne sais pas où je suis. Tu vois, je ne comprends pas ce milieu-là, je ne comprends pas quel choix, parce que j'ai jamais eu de conseiller, de quelqu'un qui est derrière moi pour me guider ou quoi que ce soit. Donc, j'allais avec le flow de mon agent, tu vois, à l'époque. C'était lui qui dictait le meilleur pour mon avenir. Donc, voilà, il m'a dit encore une fois, voilà, ça allait pas bien, peut-être on va aller, tu penses à quoi, à prendre de l'air, revenir à Montréal, en ce moment, ça serait la meilleure chose peut-être pour toi, t'aller te reprendre des forces, revoir ta famille et tout, puis tes frères et sœurs, peut-être ça va te changer d'idée un peu, puis voilà, c'est de là que je suis revenu à Montréal, après. Ouais. Et justement, ben, comment tu as pris ça? Parce que c'est sûr, tu as revu ta famille et tout ça.
Est-ce que c'était un soulagement pour toi? Est-ce que tu as pris ça comme un échec? Comment tu as pris ça? Pour être honnête, j'étais très content de revoir ma famille. Mais à part ça, c'était un échec, personnellement. Ouais, pour être sincère, parce que les situations que je vivais auparavant, avant de revenir à Montréal, ils ont joué un peu sur mes pensées, sur ma concentration, sur ma discipline, sur plein de trucs. Donc ça fait en sorte que je me suis laissé aller un peu, tu vois. J'ai laissé mon objectif, j'ai perdu beaucoup en confiance parce que, voilà, tout allait pas bien. Ok. Ben écoute, on est bientôt à la fin, mais j'ai encore 2 questions à te poser. Et à la limite, hein, ce serait bien peut-être qu'on fasse une partie 2. Ouais, tu ça vois. serait intéressant. Ce serait bien parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. L'avant-dernière question que je vais te poser, je sais que tu as continué à évoluer avec l'équipe nationale, que ce soit avec les U23. On parlait même de toi avec la première équipe. Est-ce que 2026, c'est un objectif pour toi à l'heure actuelle? Parce que je sais que maintenant tu évolues à l'Atlético Ottawa en CPL, avec équipe avec laquelle tu as eu pas mal de succès, même si, bon, entre-temps, tu as eu un petit passage en Turquie. Mais est-ce que 2026, c'est toujours un objectif pour toi? Ouais, ça serait mentir de ma part que voilà, je serais pas intéressé à intégrer à nouveau l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Ça serait un rêve, ça. Mais moi, je suis quelqu'un que je me dis, si quelque chose est dû pour arriver, ça va arriver. Si tu es destiné à le faire, tu vas le faire. Malgré, peu importe ce qui se passe, Dieu va faire en sorte que ça arrive. Mais j'y crois. Mais je te dirais que, voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Puis voilà, on est sur le chemin pour. Alors maintenant, c'est quoi les 3 conseils qui valent de l'or que tu pourrais donner aux jeunes joueurs qui nous regardent? Parce que l'objectif de ce podcast, hein, c'est vraiment de donner l'heure juste aux joueurs par rapport au monde professionnel et par rapport à toutes les opportunités que tu peux avoir, que ce soit ici au Québec ou ailleurs. Donc toi, par rapport à ton expérience, et on sait, tu vois, que même si tu es encore très jeune et ta carrière est loin d'être terminée, tu as quand même eu beaucoup d'expérience déjà, tu vois, pour un jeune joueur. Mais quels sont les 3 conseils qui valent de l'or, tu vois, que tu pourrais donner à un jeune pour que lui ou elle puisse réaliser ses objectifs? Ou du moins atteindre ses objectifs. Ok. Ben, je te dirais, pour être honnête, être à l'écoute, discipline et l'entourage. Ouais, à l'écoute, parce que voilà, tu dois toujours, on apprend toujours, et c'est ça qui va te faire progresser, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu sais pas, tu vois, tu dois toujours écouter. Il y a beaucoup de choses dans le foot que tu dois toujours apprendre. La discipline, parce que pour être parmi les meilleurs, tu dois être discipliné. Tu veux être avec les meilleurs, tu dois être discipliné. Et pour toi-même, déjà. Ça va t'aider humainement, puis ça va t'aider moralement aussi, tu vois, pour ta propre personne. Et l'entourage, parce que l'entourage va dicter où tu veux aller. La famille, c'est important. Il faut que tu sois près de la famille. Et les bonnes personnes qui sont positives pour te conseiller, pour que tu puisses t'épanouir sur le terrain. Ce seraient mes 3 conseils en fonction de voilà, ma vision et plus sur ça. Ben, franchement, Balou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que le Québec parce que bon, t'as pas souvent parlé ces derniers temps, hein. Donc le Québec entier et puis la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire aussi
veut avoir des nouvelles, tu vois, par rapport à ton parcours. Donc, franchement, au nom de toute l'équipe NPG, je te remercie parce que c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir reçu. Et je peux te dire que même moi, tu vois, je sors vraiment enrichi, tu vois, de cette conversation que j'ai eue avec toi. Et comme j'ai dit, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses, tu vois. Donc, si tu me le permets, si tu nous le permets, mais ce serait bien qu'on fasse une partie 2, tu vois, quand tu seras de retour à Montréal. Et pour terminer, au nom de toute l'équipe, je veux vraiment te souhaiter le meilleur, mais déjà que tu sois en santé. Merci. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, quand on a la santé, on peut tout faire. Ouais, exact. Et voilà, et bon, écoute, mais que tu sois à la Coupe du Monde 2026, hein. Ouais, si Dieu le veut, si Dieu le veut, on va travailler pour. Ben, ça fait un plaisir pour moi d'être là et merci aussi pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, voilà, nous voici à la fin de cet épisode. Et voilà, comme j'ai l'habitude de vous le dire, restez connectés et restez forts. À bientôt.